Sangui di un me spirito e a me lingua. Elle a accompagné les Corses aux quatre coins du monde à travers les siècles. Elle porte la trace de leur histoire, de leur vie, de leur personnalité et de leur âme. Elle est leur plus certain trait distinctif, leur point d'attache, leur marque de reconnaissance dans les ports lointains. Storia vous porte à la découverte de l'histoire de la langue corse. Dans le Cap Corse, une grotte abrite un mystérieux amas de têtes de cerf et des traces de foyers. Les vestiges de la grotte de Cocha sont datés de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont les traces humaines les plus anciennes retrouvées dans l'île à ce jour. Il s'agit probablement de Néandertaliens de passage. Datée d'il y a 8500 ans, la Dame de Bonifacio est la preuve la plus ancienne d'une occupation pérenne de la Corse. Venue de Sardaigne et de la côte toscane, la population de l'île se constitue progressivement au fil des millénaires. Elles font le cuivre, dressent de mystérieux dolmens, des mégalithes, magnifiant la fonction guerrière d'une terre où déjà les va-et-vient ne se font manifestement pas toujours dans la plus parfaite harmonie. Le sud de l'île se couvre de Castelli, vestiges de la civilisation toréenne, parente directe des Nuraghi sardes, des peuples aux imposants vestiges évoquant une culture martiale. Sont-ils les redoutables Lestrigons, évoqués par Homère dans l'Odyssée d'Ulysse, des géants mangeurs d'hommes et se faisant un festin des compagnons du malheureux roi d'Ithaque? I miei ommi soffranti, pulsi imbrucati e po', mangiati cariossa. Cascano cente più per aver domandato una stugna alla possu. Qual sedi o le stregoni? En 565 avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs débarquent à Alalia, ils fondent un comptoir dans une zone qui est déjà peuplée par les autochtones. Alalia devient alors un carrefour méditerranéen où, nous dit Jean-Marie Arrigui dans son Histoire de la langue corse, se forme un important centre maritime, véritable melting pot méditerranéen. Dans la cité se croisent des Grecs, des Étrusques, des Phocéens, des Syracuséens ou encore des Carthaginois avec qui les insulaires tissent, semble-t-il, des liens militaires privilégiés. Les habitants que rencontrent les voyageurs passant par Alalia à cette époque sont donc le fruit d'un peuplement débuté déjà au minimum 6000 ans auparavant. Autant dire que plusieurs civilisations ont déjà potentiellement eu le temps de s'épanouir, de se développer et de s'éteindre ou de muter sous d'autres formes dans l'île. Qu'en est-il de ces insulaires ? Ces citadins d'Alalia qui commercent avec les puissances méditerranéennes de l'Antiquité, et puis ceux des Hautes-Vallées, du Tara ou du Gnolo, de la Castagniccia. Une chose est sûre, l'île est alors déjà peuplée, et on appelle les habitants de Kurnos les Corsi. D'après Marie-Josée d'Albera Stevanacci, dans son ouvrage La langue corse, le nom Kurnos viendrait d'une parole prélatine, corse, évoquant un relief dentelé. En découlent les noms de ses habitants, les Curniens, les Corsi, les Corsigogni, voire, nous dit Jean-Marie Arrighi, les Coursigogni, avec la mutation vocalique toujours présente aujourd'hui. Kurnos ou Cyrnos, qui latinisé, deviendra Cirnus, ou Girno Kenogunishim. Alors évidemment, la grande question se pose. Quelle langue pouvaient bien parler ces Corsi avant que le rouleau compresseur romain ne latinise l'Europe? En l'absence de texte écrit, on sait aujourd'hui peu de choses sur la langue corse prélatine.
Tentons néanmoins de mener l'enquête. Dans son ouvrage « L'histoire de la langue corse », Jean-Marie Arrigue relève un certain nombre de témoignages d'auteurs de l'Antiquité passés par l'île qui ont été confrontés à cette antique lingua nostrale. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile décrit une langue étrange et difficile à comprendre. Et Olivier Géas souligne à juste titre que « difficile » ne veut pas dire incompréhensible pour un auteur maîtrisant le grec ancien et le latin. On peut donc en déduire un parler indo-européen, autre qu'italique, ayant peut-être pour les Grecs et les Latins des allures archaïques. Un siècle après Diodore de Sicile, le philosophe romain Sénèque est exilé en Corse, pour son plus grand malheur. Outre de longues lamentations sur l'âpreté de son exil dans un pays qu'il perçoit comme dur et désolé, il livre de précieuses informations sur son histoire et le peuple qui y vit. Sénèque écrit « Après avoir quitté Phocée, les Grecs qui habitent maintenant Marseille s'établirent d'abord sur cette île. Puis les Ligures y passèrent, et aussi les Espagnols, ce qui apparaît par la similitude des coutumes. Ils ont les mêmes coiffures et les mêmes chaussures que les Cantabres, et même certains mots, car la langue dans son ensemble s'est éloignée de son origine en raison de la fréquentation des Grecs et des Ligures. » La légende situe l'exil de Sénèque dans le Cap Corse. En fait, il est certainement dans une des deux grandes cités de l'île, Mariana ou Aléria. Et il est probable que le métissage linguistique décrit par le philosophe dans une ville portuaire cosmopolite soit beaucoup moins accentué dans l'intérieur des terres. Et puis de son côté, Pausinas mentionne que les Corses installés dans le nord de la Sardaigne sont appelés à l'époque les Balaroi, les fugitifs. Difficile de se faire une idée précise donc de ce corse pré-latin. Et on peut se poser la question, que reste-t-il de cette langue aujourd'hui ? Des millénaires se sont écoulés. Et pourtant, affleurent ici et là dans la langue corse moderne des traces de cette histoire bien lointaine, de ce premier substrat linguistique. Vers l'an 150, le géographe grec Ptolémée distingue un ensemble de 14 peuples, 12 en Corse et 2 dans le nord de la Sardaigne. Ils forment les Corsi, un peuple frontalier des Balari, du centre de l'île des Nuraghi. Le nom de ces peuples est toujours présent dans la toponymie corse. Dans le nord de la Sardaigne, on retrouve les Lestrigoni, chers à Homère qui, dans l'Odyssée d'Ulysse, hante un lieu évoquant fortement les bouches de Bonifacio. Entrimmo in sto porto, conosciuto strabè, da mari arretienti. Da una parte all'altra s'arrizzano in scoda di natura potente. Les Tarabenoi laissent leur nom au Tarau, les Kumasenoi à Goazina, les Tizianoi à Tiza, les Wanakinoi à Banagu ou encore les Macrinoi à Madra. Pour le linguiste italien Gino Bottiglioni, au moins 300 des 4000 toponymes relevés en Corse sont d'origine prélatine. Le préfixe cala, par exemple, désignant un abri que l'on retrouve par exemple dans Calaguccia ou Calasim. Cook désignant une hauteur, une agukula, comme par exemple dans Cucuruzzu. Ar désignant une vallée, comme dans Aregno ou Arone. Prélatin également, des noms au sens perdu, mais à l'origine lointaine, comme Lopigna, Casaconi, Casamaccioli, Barrettari, Savaio. Des noms se distinguant par une prononciation répondant à une logique linguistique différente de la nôtre, témoignage d'un temps reculé qui risque fortement de connaître bientôt son crépuscule définitif. Dite perché
Le massacre de la toponymie corse qui s'est fortement aggravé depuis une dizaine d'années rend irréversible la perte de cette mémoire. Au-delà de l'oubli sec d'un nombre incalculable de noms de lieux, la mutation profonde des prononciations, voire tout simplement l'attribution de nouveaux noms confine au formatage dans ce qui ressemble fortement à l'épisode d'acculturation le plus brutal et drastique de l'histoire de Corse. Sawadio renvoie à une musicalité remontant à la nuit des temps. Savage, tout au plus à une aire de parking. Mais revenons aux nombreuses traces laissées par le prélatin. Jean-Marie Arrigue y mentionne également des noms à la signification mal interprétée aujourd'hui, comme par exemple les mystérieux Cabo d'Orto ou Lago di Umelo, un jardin et un arbre fruitier étonnamment égarés au milieu de hautes montagnes. Le prélatin affleure également dans certains suffixes, comme Inku ou Galanzaninku, Ascu ou Asca ou Murascu, Palasca, Pinsulasca, Acciu ou Astiacciu. Les autres suffixes de la langue corse moderne, comme es et in ou anu, eux sont typiquement latins, calvese, cabigursino, disepano. Un prélatin qui est bien présent également dans le vocabulaire traitant des reliefs, de la terre, des plantes et des animaux, là où se situe l'ancrage de l'homme dans le sol. Voici quelques paroles présentes en Corse depuis donc plusieurs milliers d'années. Ugaragudu, Uduvone, Udalabuccio, Amuvra, Uyagaru, l'erba warona, l'elpa, Adozza, Azappara. Des noms dont la musicalité nous permet de rêver un peu à ce qu'a pu être la langue de nos très lointains ancêtres. Résumons-nous. Cette langue corse prélatine, prudemment surnommée langue X par le dialectologue Georges Millardet, est une langue indo-européenne, teintée d'un substrat plus ancien, où ont pu apparaître des influences italiques, ligures, grecques, espagnoles, ancêtres de l'actuelle langue basque. Il est également probable que la langue de l'intérieur de l'île ait été moins métissée que celle des cités littorales décrites par Sénèque. Au final, un prélatin certes méconnu, obscurci par les millénaires passés, mais dont les vestiges sont bien présents dans le Corse actuel et qui constituent entre 8 et 10% de la toponymie insulaire. Il est également intéressant de noter que plusieurs linguistes avancent l'hypothèse d'un substrat linguistique commun entre la Corse et la Sardaigne. D'ailleurs, les Romains considéreront longtemps l'Isole Azzurrelle comme une seule et même terre qu'ils appellent Sardigne. Si l'isola Azzurrella, Sardegna immacolata, sotto alla stessa stella, troppo volte bramata, ci sono i paesani, pastora che tonde, ed i tempercani, orissa in le sosponde, ed i tempercani, orissa in le sosponde. D'autre part, le double D de nuda, famida ou pida, encore usité dans le Piemonte, pourrait être un vestige linguistique commun avec la Sardaigne, mais aussi la Sicile ou encore le Mezzogiorno de l'Italie, possible trace d'un pré-latin, c'est-à-dire une langue antérieure à la strate indo-européenne qui, elle, est arrivée depuis l'Est en Europe vers 3000 avant Jésus-Christ. Nous sommes en 259 avant Jésus-Christ. Et à l'instar du reste de la Méditerranée et de l'Europe, un véritable rouleau compresseur militaire va emmener à une profonde recomposition linguistique. Dans l'Acta Triumpharum de Rome de l'année 259 avant Jésus-Christ est écrit:
Lucius Cornelius Scipion triompha des Puniques et de la Sardaigne et de la Corse les 5e ides de mars. La romanisation vient de commencer. La conquête militaire de la Corse va être longue, difficile, meurtrière et coûter à l'île un tiers de sa population. Après 150 ans de conflit, la conquête militaire est achevée. En revanche, la romanisation linguistique commence à peine. Dans son ouvrage « La langue corse », Marie-Josée d'Albera Stefanacci nous rapporte les considérations linguistiques de Sénèque. Le philosophe romain écrit « On a bien de la peine à manier le vocabulaire latin quand on entend parler autour de soi que le jargon d'un peuple barbare si grossier qu'il choque même les oreilles des barbares peu polissés. » Pardonnons la pointe de condescendance, voire le racisme, de ce haut dignitaire romain. Sénèque était habitué aux délices truculents de la très haute société romaine. Un revirement politique l'en avait soudain éloigné. Exilé en pleine force de l'âge dans une zone secondaire de l'Empire, sans doute, pour lui, le temps était-il devenu assez morne dans les rues d'Aléria. Toujours est-il qu'en l'an 40, c'est-à-dire après 300 ans de présence romaine, la langue parlée dans la principale cité, pourtant cosmopolite de l'île, écorche toujours les oreilles de cet homme de lettres. Il est évident qu'à la même époque, l'intérieur doit être encore moins latinisé. Pénétration lente donc. Et pourtant le constat est là. La langue corse que nous parlons aujourd'hui est sans doute l'une des plus proches du latin de toute la Romania. Jean-Marie Arrighi cite d'ailleurs pour l'anecdote dans son histoire de la langue corse le brillant avocat Mauro Giaffari. Un jour, un journaliste lui demande si le corse est un dialecte italien. Et le grand Mauro répond avec un fond de vérité. Mais c'est le contraire, c'est l'italien qui est un dialecte du corse, puisque le corse, c'est du latin. Alors, comment une telle mutation a-t-elle pu intervenir ? Durant le 1er siècle, les conditions de la latinisation se mettent en place. Déjà, les flux de population augmentent considérablement en Corse, avec l'arrivée de nombreux vétérans de la Légion, en particulier à Aléria et Mariana, fondée par Marius justement pour accueillir ces vétérans des campagnes d'Afrique. La vocation guerrière des Corses est déjà à l'époque une vieille tradition. Et parmi ces légionnaires, de nombreux insulaires qui rentrent chez eux après une carrière militaire dans la Légion ou la Marine. On peut penser que, de retour dans leur village, ils ont importé un peu de la langue et des mœurs latines. La circulation des personnes est facilitée au sein de l'Empire. Des gens qui se comprennent grâce à une langue commune, le latin. À la même période, la Corse connaît une importante urbanisation et sans doute la mise en place d'un système scolaire. Transfert de population, intégration par l'armée, mutation du cadre de vie, urbanisation, système scolaire porté par un État centralisateur monolingue. Pour la première fois, et la dernière avant bien longtemps, sont rassemblés en Corse les ingrédients d'un changement de langue. La Corse se latinise. En témoigne, par exemple, la riche toponymie se référant au dieu romain, Mercure, Mercurio, que la chrétienté habillera dans le bozio d'une Santa Lucia. Jupiter, Diua, qui deviendra San Giovanni, ou encore, conservé dans leur forme originelle, Minerve, Minerbio, ou Junon, Moneda. Dans la toponymie, toujours, apparaissent en fondateurs ou propriétaires des cités les noms d'empereurs tels que Aurelianus, qui donne Juliano, ou encore Propius, qui donne Pluvia. Le corse actuel conserve des tournures directement latines que l'italien a oubliées. L'exemple le plus criant est sans doute la fameuse terminaison en ou, héritière directe du ou latin, devenu o en italien. Le vinum latin demeure binu in corso et devient vino en italien. L'ancienne langue corse, elle, s'efface progressivement en laissant des traces relativement importantes.
Jean-Marie Arrighi avance l'hypothèse de dernier locuteur de cette langue antique dans les pieve du Rustino et des Balle Rustie, toponyme évoquant la survivance d'une langue rustique aux oreilles latines. Fait étonnant, il est possible que la latinisation linguistique ne se soit achevée qu'après la chute de l'Empire romain au 5e siècle. Les linguistes avancent l'image de l'onde laissée par une goutte d'eau qui tombe dans une mare. Un centre novateur qui irradie vers un centre conservateur. Ainsi, au moment où les Corses reçoivent l'onde romaine et parlent tous le latin, Rome, elle, oublie qu'elle a été la plus brillante des maîtresses du monde. Nous sommes à la fin du 5e siècle. L'Empire romain vient de s'effondrer, en laissant à l'Europe un immense héritage culturel, notamment sa langue, le latin. À l'instar du reste de l'Europe, la Corse va subir à présent ce que l'histoire va appeler les invasions barbares. Le barbare étant justement celui qui ne parle pas le latin. Nous parlons de quelques 5 siècles d'histoire qui ont sans doute compté pour beaucoup dans la construction du peuple corse tel que nous le connaissons. Livrés à eux-mêmes, les Corses vont se replier progressivement vers l'intérieur. Le littoral est devenu dangereux, insalubre. La grande cité romaine Mariana est progressivement abandonnée, mais elle va demeurer un important centre religieux. Aleria n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est depuis les Podi que les Corses recomposent leur société, sur une base latine affirmée, matinée de l'intemporel substrat antique. La langue, témoignage historique de la vie d'un peuple, atteste de la prise réelle de ces invasions sur la Corse. Et elle est assez faible. Les Germaniques seront les premiers. Les Vandales, venus des anciennes possessions romaines d'Afrique du Nord, ils restent environ un siècle dans l'île, jusqu'à la moitié du 6e. Les Goths effectuent probablement quelques incursions. Ils se confrontent dans l'île à la volonté de reprise en main d'autres Romains, ceux venus d'Orient, et de cette survivance de l'Empire autour de la cité de Byzance. Venus du nord de l'Italie, les Lombards apparaissent comme une alternative pour les Corses à l'administration byzantine, qui se distingue par sa rapacité. La Corse va être dans l'orbite lombarde jusqu'à la moitié du 8e siècle. À l'appel du pape, un autre peuple germanique va alors se rapprocher de l'île, les Francs de Charlemagne. Vandales, Goths, Lombards, Francs, que reste-t-il de cette présence germanique dans la langue corse ? Les Germains ont occupé une bonne partie de l'Empire romain, dont l'Italie. Ainsi, est-il difficile de cerner les paroles d'origine germanique qui sont entrées directement par le Corse, ou bien d'abord par l'Italie et absorbées en Corse par le contact avec le Toscan. En langue corse, on retrouve Uorgu, le bourg, Ualdo pour la forêt,
Le germanique renouvelle un peu le vocabulaire du combat, avec aguara, qui remplace le bellum latin, alancha, qui remplace le pilum. On retrouve aussi aguardia ou encore ascolca, qui signifie le poste de garde. Renouvellement des couleurs, uiancu germanique remplace l'albu latin, uiondu remplace uvalu. Les paroles d'origine latine et d'origine germanique cohabitent parfois côte à côte. Par exemple, pour dire gagner, la parole germanique guadagna se partage le terrain avec le bince latin. Vince per rumore e fiume unità, vince per rumore e fiume unità. Stridu ou adiama d'origine latine cohabite avec le gridu germain. Mais on retrouve la plupart de ces mots dans d'autres langues romanes. Pour l'anecdote, une parole germanique va bel et bien être corcisée et de la plus belle des manières. Le flanc des Francs va devenir en Corse Uviaone. Mais si les Francs de Pépin le Bref et de son fils Charlemagne sont en Méditerranée au début du IXe siècle, toujours à la demande du pape, ça n'est plus contre les Lombards. Parti d'Arabie au 7e siècle, le califat islamique a envahi tout le nord de l'Afrique et est remonté jusqu'en Espagne. Byzance ne parvient plus à maintenir la Méditerranée dans le giron de Rome. Les Carolingiens sont là pour contrer l'islam au nom de la chrétienté. Ils ont entre autres pour mission de protéger la Corse. L'empire carolingien de Charlemagne englobe alors l'actuelle France, l'Allemagne et la moitié nord de l'Italie. Partis des ports espagnols, les musulmans multiplient leurs raids. La Corse est régulièrement attaquée. Des centaines de Corses sont envoyés en esclavage. Les Sarrasins établissent probablement des campements, leur permettant d'accroître leur rayon d'action à proximité immédiate de l'Italie. Par exemple, à Campomoro. Les razzias musulmanes vont représenter deux grandes périodes de l'histoire de Corse. La première entre le 8e et le 11e siècle, la seconde entre le 16e et la fin du 17e siècle. Pourtant, ce contact multiséculaire avec les populations sarrasines ne va laisser que de très rares traces dans la langue corse. Quelques mots que l'on retrouve partout en Europe. L'artichaut, l'artidioco. Albaragouk, l'abricot, en Corse, awaragucca. Ou encore le cédra, la limea. Ou zucchero, oppure, ou café. Quant aux fameux mori de la toponymie, certains, notamment au bord de mer, sont probablement la marque d'un passage sarrasin. Cela dit, Jean-Marie Arrigue nous explique que les mori peuvent désigner à la fois les morts et les murs. Pour peu qu'ils poussent dans la région de généreux ronciers, l'origine du toponyme est vite trouvée. Ou mort, ou étant aussi entendu au sens de l'hérétique, le non-chrétien. À ce moment-là, elle peut désigner dans la toponymie la survivance de populations païennes dans l'intérieur montagneux. On imagine difficilement un raid sarrasin s'aventurer tout en haut du Niolo pour donner son nom à Jim Maimori. En revanche, on peut assez facilement imaginer une société conservatrice dans ses mœurs et tardant à épouser la chrétienté. Bref, les langues germaniques laissent une trace relativement importante dans le vocabulaire, l'arabe une influence très faible. En tout cas, rien de comparable avec l'héritage latin omniprésent. Un latin qui d'ailleurs commence à muter en Corse et à prendre des tournures qui nous seraient aujourd'hui familières. Nous sommes donc au IXe siècle et se met en place un équilibre qui va durer très longtemps. C'est à cette époque que la légende situe la victoire d'Ugo Colonna sur le roi maure Nugolone, un prince romain envoyé dans l'île par Charlemagne pour vaincre les Sarrasins. C'est l'acte fondateur des seigneuries corses, sur une origine carolingienne légendaire et non prouvée à ce jour. Ugo Colonna est le premier comte de Corse et le père mythologique d'une lignée qui, elle, sera bien réelle. I Ginarchesi. La Ginarca la gloriosa, sino alla rocca tabata, la varicia senetosa, il roccato infiarrata. Pendant ce temps, se met lentement en place sur la recomposition de l'Empire carolingien la découpe historique entre le Royaume de France
et le Saint-Empire romain germanique. En 842 intervient le serment de Strasbourg, que certains considèrent comme l'acte fondateur de la langue française. Pour simplifier à l'extrême, on acte qu'à l'ouest, on parlera une langue romane qui deviendra le français, et à l'est, une langue germanique qui deviendra l'allemand. En fait, nous sommes à une époque où on réalise progressivement qu'on ne parle plus vraiment le latin, que les choses ont évolué et que d'autres langues filles de Rome naissent, les langues romanes. Par exemple, à l'ouest de l'Europe, le français, l'occitan, l'espagnol, le catalan sont en train d'émerger. À l'est, le roumain. Et une conscience linguistique émerge progressivement. La Corse, elle, est encore et toujours dans l'orbite directe de Rome et du Saint-Siège dont elle est la propriété théorique. Dans les faits, l'île entre naturellement dans une très longue période de liens directs et d'échanges mutuels avec une région qui deviendra un phare de la Renaissance et le berceau de la langue italienne, la Toscane. Livecciarisce a Montegabana, poco per l'onda berresa toscana, un'alba di arra svela e sosponde, così vicina un si nasconde, così vicina un si nasconde. Nous nous rapprochons de l'an 1000. Depuis le début du IXe siècle, émergent dans l'île les grandes familles qui formeront les seigneuries insulaires. Les Cortinchi et les Amondaschi dans le centre de l'île, les Loretesi en Casinca, les Pinaschi en Balagne, descendants de Pinu Savelli, le lieutenant d'Ugo Colonna. La lignée de ce dernier, elle, s'ancre dans le sud, entre ses deux fils, Bianco, qui donnera les Biancolacci, et Cinarco, qui donnera les Cinarchesi. Et puis dans le nord, venue de la Lunigione à la demande du pape pour lutter contre les Sarrasins, une dynastie d'origine lombarde, ancrée à présent en Toscane, les Obertinghi. C'est donc de manière naturelle que la Corse se positionne dans le giron d'une Toscane en plein essor. À cette époque, parmi les cités-États italiennes en plein essor, deux s'imposent comme puissance nouvelle et fer de lance de la lutte contre la piraterie musulmane. Gênes et Pise. Mais au XIe siècle, c'est Pise qui est la plus forte. Et c'est donc dans son orbite que la Corse va graviter durant 2 siècles. Et c'est une période qui laisse le souvenir d'un temps plutôt heureux pour la Corse. En témoignent les remarquables églises romanes qui marquent dans l'île une brillante évolution architecturale. Les échanges économiques, culturels et humains avec la Toscane sont importants, à une époque où la Corse représente entre un quart et un tiers de la population toscane. Autant dire que, contrairement à l'idée systématiquement répandue, la Corse n'est pas une terre déshéritée qui subit systématiquement son destin et où les colonisateurs successifs sont les seuls capables d'innovation. Les échanges avec la Toscane sont mutuels et la langue des Corses nourrit celle des Toscans au même titre que les Toscans nourrissent celle des Corses. En fait, on assiste à un développement mutuel du roman qui donnera 2 langues sœurs, le corse et le toscan. Par un lent basculement militaire et politique, Gênes impose peu à peu son pouvoir sur la Corse, en éclipsant sa rivale, Pise. La bataille de la Meloria en 1284 et la chute du comte de Corse Giudice di Ginarca en 1310 marquent la victoire des Génois. Mais ils devront composer durant leurs quelques 450 ans de domination sur la Corse avec les turbulences insulaires. Déjà, il faudra 200 ans à Gênes pour venir à bout des signori ginarchesi qui régneront parfois en maître plusieurs années face à une république impuissante. Da sopra da barbecue l'ingiustizia amaga e fa trema Milani l'inganno e udradì a vista la diversa ma un'anca visione o corsi casi tu in me o
penso all'isola grande, all'isola d'Ava, all'isola d'Ava, all'isola d'Ava. À l'époque génoise, les Corses parlent déjà une langue assez proche de ce que nos grands-parents ont pu parler. Parfois, pour détecter un espion génois infiltré dans leur rang, les Corses font prononcer la parole cabra. Le génois ne sait prononcer que cavra, et vu le contexte, malheur à celui qui stroppia lingua nostrale à ce moment précis. À la même époque, arpentant l'Italie comme mercenaires, les compagnies de Corse sont remarquées grâce à leur valeur martiale et grâce à leur langue. Ainsi, en 1566, l'écuyer d'un lieutenant de Sampiero écrit que son maître a rencontré un Corse puisqu'il parlait le corse. Les insulaires à cette époque constituent la garde papale et ont leur quartier à Rome, le Trastevere, où ils laissent entre autres une empreinte linguistique. D'ailleurs, au XIXe siècle, les linguistes italiens s'interrogeront « Pourquoi dans cette île parle-t-on la même langue que dans le Trastevere ?» Une question à laquelle les milliers d'insulaires en ont gravé dans les catacombes du quartier pourraient facilement répondre. Il transparaît d'ailleurs ce Corse dans les écrits de l'époque. Les plumes des notaires trahissent à travers certaines tournures un système de pensée qui est celui de la lingua nostrale. Exemple peut-être le plus illustre de cet italien écrit transpirant du Corse, les lettres étudiées par Vanina Vankovlart de Giampaolo D'Allega, le dernier comte cinarchese, à son rival Rinuccio di Arocca, où les perchi, les quelli, les fratello Gernali, les adiaoud ou encore l'expression a cavallo morto non bisogna erbasicada viennent se mêler à la tentative d'italien académique. Les Génois vont laisser dans l'île quelques mots de leur vocabulaire, notamment sur la pêche. Par exemple, le loup ou liuazzu, l'oursin ou zinu, ou encore agagnazza, le requin. Quelques autres noms tels que abiola ou gerruglio, ou encore ispetietti. Le parler des familles génoises installées dans les présides tels que Calvi ou Bastia a été totalement absorbé par les Corses venus de l'intérieur de l'île. La principale trace linguistique de l'occupation génoise demeure le cas particulier de la ville de Bonifacio. Le fort de Bonifacio est arraché aux Pisans en 1195. Les Génois renforcent considérablement les fortifications. 400 familles ligures s'y installent. Elle devient une cité imprenable, entièrement peuplée de Ligures, et autonome. Elle va avoir longtemps son propre conseil, elle prélève son propre impôt. La ville est interdite aux insulaires. Éloignée des villages, le brassage de population avec les Corses qu'a connu Bastia ou Calvi n'intervient pas à Bonifacio. Ainsi, le parler bonifacien est l'héritier linguistique de cet isolat génois. Et de toutes les variétés linguistiques historiquement parlées en Corse, le bonifacien est donc le seul à ne pas être à proprement parler du corse. C'est une langue à part, d'origine ligure et propre à la cité des falaises. Veragionca, Roccapunanti, Tramadavri, Chezzina. Ti sei gianco di ma quando urragna te storia. Pugini te ricordi e si ne sfiora l'anima di piani e di miraggi e di 100.000 viaggi. Ainsi, à part Bonifacio, l'occupation génoise de la Corse implique-t-elle peu de changements linguistiques. Les Corses parlent corse, les Génois parlent ligure, tous écrivent le toscan, et pour le dire vulgairement, au moins d'un point de vue linguistique, tout le monde est contento. Jean-Marie Arrigue écrit à ce sujet « La langue officielle n'est ni celle des dominants, ni celle des dominés, mais la langue de prestige de l'ère culturelle où se situent les uns et les autres. » Car le toscan, lui, continue à rayonner en Corse, et sur l'ensemble des nations d'Italie. Le XIVe siècle qui arrive est celui de Dante Alighieri et de sa Divina Commedia, celui de Boccace et de Petrarca.
Pendant que militairement Gênes patine dans l'île face au redoutable seigneur de guerre Cinarchesi, la Toscane rayonne de par ses génies littéraires. Ce Toscan, qui si l'on en croit certains linguistes italiens tels que Sabino Acquaviva doit une part de son âme à la Corse, devient la plus brillante langue littéraire au monde, celle de la Renaissance. L'Italie est alors une mosaïque de cités-États politiquement morcelées. Le Toscan, la lingua di Dante, il sommo poeta, devient l'alta lingua, parmi une myriade de dialectes, celle des lettres et de l'administration. Dante va marquer profondément la Corse. La structure de sa poésie va influencer celle de la polyphonie corse, avec les terzetti ou les terzini. Non ti scordar di me, benché lontano, addio compassione all'infelice. Les Corses ont le goût des lettres. Il n'est pas rare de trouver des livres de haute littérature italienne dans des familles de bergers. Les poèmes de Dante et puis plus tard du Tasse sont chantés en bersugurante, à la veillée, religieusement. D'ailleurs, de nombreux Corses partent étudier dans les universités médiévales italiennes qui ouvrent leurs portes. La première Bologne, puis Rome, Pise. Préservés actuellement dans la langue corse, on retrouve des tournures typiques du toscan médiéval de Dante, telles que awali, remplacé actuellement par ora en italien, ou nimu, remplacé par nessuno, le fait de dire omusa pour on sait, le matudino, matinal en langue poétique, ou encore babidu, mamada, pour dire ton père, ta mère. En fait, aujourd'hui, un Corse maîtrisant sa langue comprendrait plus facilement la Divina Commedia qu'un italien. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta C'est cette réalité de la langue corse qui fascinera au fil des siècles les grands lettrés italiens en quête de la langue la plus pure, tels que Niccolò Tommaseo, qui fera au XIXe siècle un merveilleux recueil de chants traditionnels corses. Et c'est donc en toute logique que la question linguistique ne se pose même pas en 1729, lorsqu'éclatent les révolutions de Corse. Pas plus qu'elle ne se posera sous la Corse indépendante, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de conflit linguistique. Les Corses sont dans une situation de diglossie stable avec le toscan, langue officielle de tous les États de l'ère culturelle italienne, dont la Corse fait partie. Chaque langue a son espace, aucune ne menace l'autre. Il est donc totalement anachronique de reprocher à Paoli de ne pas avoir fait du corse la langue officielle de la nation corse. Parallèlement, depuis le Haut Moyen-Âge, la Corse se détache progressivement de la Sardaigne, avec laquelle elle partageait probablement une langue commune avant la période romaine et conservait une certaine unicité. Ce cheminement inégal d'un parler antérieur à un parler toscanisé explique en partie les différences internes de la langue corse moderne. La linguiste Marie-Josée d'Albert évoque un système d'ondes linguistiques. Le centre novateur se situe alors en Toscane et irradie particulièrement sur le nord, notamment le Cap Corse, qui connaît d'importants échanges commerciaux avec la péninsule. Pour simplifier à l'extrême, plus on s'éloigne de Pise,
plus on reste sur un corse ancien, proche du latin populaire et du sarde. On a tendance à distinguer deux zones linguistiques, Ubumontincu et Ugismontincu, marquées par la frontière naturelle que constituent les montagnes du centre. Mais en réalité, les contacts pastoraux ont tendance plutôt à unifier les parlers dans les zones montagneuses. On distingue donc plutôt trois zones émanant de cette logique d'onde. Dans son ouvrage Bradiga et Grammadiga, Jean-Marie Comte y propose un traçage des frontières linguistiques de la Corse. Le Grand Nord, largement toscanisé. Le centre-sud, se distinguant du nord le long d'une frontière partant du golfe de Sagone jusqu'à Ghisonaccia, englobant notamment les parlers fiumurbaci et talavesi. Et pour finir, du golfe de Probia jusqu'à Porto Vecchio et descendant jusqu'au nord de la Sardaigne, incluant l'îlot de la Madeleine, l'ère corso-gallurese. Ma nanne sono ste sorelle senza la tua poesia. Ma nanne sono ste sorelle senza la tua poesia. Les échanges de population entre la Corse et le nord de la Sardaigne sont très anciens. Depuis les fuyards corses, les Balars ayant peuplé le nord de l'île à l'Antiquité, jusqu'au XIXe siècle, les Corses vont entretenir un contact régulier avec les Sardes. Cette histoire se matérialise par une langue commune qui s'achève sur une frontière très nette au niveau d'Olbia entre la langue corse et la langue sarde. Jean-Marie Arrighi définit ainsi ces trois grandes aires de parler. Il écrit « Elles correspondent à trois niveaux distincts de développement du roman, dont la répartition et l'espace a dû beaucoup varier historiquement. Résultat d'un équilibre complexe entre des forces contradictoires, ce qui n'empêche pas une unité profonde, plus ressentie par les locuteurs que démontrable par les isoglosses. » Dans ces trois grandes aires, chaque village ou micro-région conserve un parler typique. Le corse de Castaniccia, celui des Padiele qui parevato beresse cantato. Celui de Chisa, dont on retrouve la signature musicale chez Patrick Salvatori. Celui de Balagna, chanté par exemple par les frères Vincenti. Celui de Porto Vecchio, chanté par les Sordianti. Un uomo era busando, andando all'uso zudo, usò capelli in mano, asciuaia sudori, chi mi sciava fronti, chi era di ludo, stagioni a più cruda, da noie di calori. Des parlers modulés au gré de siècles de vie commune villageoise, où l'on innove ou conserve des archaïsmes toujours en fonction du besoin de nommer les choses et d'adapter un quotidien. L'ensemble forme la langue corse, un parler polynomique où chaque variété possède son particularisme, mais dont l'ensemble est compris de tous. Au carrefour de toutes ces influences compilées dans une profonde identité propre, voici donc la langue corse. À peu de choses près, telle que l'on parlait nos grands-parents. Une langue riche d'un substrat intemporel, proche fille du latin, sœur de la langue de Dante et dont elle est part, adossée donc directement à l'un des plus brillants parlers littéraires de l'histoire. Une langue corse possédant une richesse de vocabulaire étourdissante pour nommer les choses de la terre. Une langue à la musicalité variée et unique, dont le chant est aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Torni mure, torni la
la langue des bergers et des médecins, des lettrés et des humbles, la langue des cultivateurs et des marins, des corsaires et des voyageurs, celle des prêtres et des plus grands guerriers, des petits soldats et des empereurs, ou tout simplement la nôtre, la seule créée par les Corses au fil des millénaires pour exprimer leur lecture du monde. Nous sommes en 1769 et cette langue corse s'apprête à devenir l'otage de l'histoire. Diles obrove santus ampreluantu sodiuntas cere e fatuli la campum sanutia pulum uvrinu qui ci tenia mutantu elusina nuvalatu per portarsi lui nu lampu. Nous sommes en 1769 et la nation corse de Pasquale Borghi est vaincue par les armes. La Corse devient française. La situation linguistique de la Corse va donc être placée sur des rails totalement différents. La Corse était jusqu'alors part du monde italien, à une époque où l'Italie n'existe pas d'un point de vue politique. Le linguiste Pascal Marchetti faisait remarquer qu'à l'époque, dire qu'on est italien renvoie à dire que l'on est germanique ou slave, c'est-à-dire part d'une sphère culturelle. Ce monde italien reconnaît à peu près unanimement le toscan comme alta lingua, c'est-à-dire langue des lettres. Elle est la langue de Dante Alighieri, de Boccace. Ce toscan médiéval qui se constitue à une époque où la Corse représente quelque 30% de la population toscane, avec d'importants échanges économiques, culturels et humains. C'est donc la sœur de la langue corse, qui est alta lingua d'un ensemble, pour reprendre l'expression de Jean-Marie Arrighi, uni culturellement et désuni politiquement. En France, c'est le contraire. L'unité nationale du royaume de France est un héritage que l'on peut faire remonter au royaume des Francs et à Clovis. En revanche, d'un point de vue culturel, l'unité française relève du puzzle. Les Bretons et les Basques parlent une langue prélatine. Au nord, on parle en flamand, un dialecte néerlandais. À l'est, on parle alsacien, une langue proche de l'allemand. Au sud, l'ensemble des langues d'oc, une déclinaison différente du latin qu'au large tour de Paris où l'on parle la langue d'Oil, elle étant davantage marquée par l'influence germanique des Francs. En fait, dans cette mosaïque, le français est avant tout la langue du roi, celle de Paris. Dans l'histoire sociale des langues de France, le linguiste Anthony Lodge décrit l'émergence de cette langue parisienne. On doit imaginer pour cela un Paris en plein essor, entre le XIIe et le XVIe siècle. Une ville qui passe en quelques décennies de cité-lambda à l'un des plus grands centres urbains d'Europe. Une ville qui multiplie presque par 10 sa population en 150 ans uniquement par l'excédent migratoire. Des gens venus d'Île-de-France, parlant comme à Paris le français, une des langues d'Oil, c'est-à-dire une langue romane constituée d'un substrat celtique, largement latinisé à l'époque romaine, puis germanisé, en particulier par les Francs à la chute de l'Empire. Affluent également vers Paris des gens venus de Normandie, de Flandre, mais aussi des travailleurs étrangers venus d'Italie, d'Angleterre et d'ailleurs. Le tout formant un melting pot langagier haut en couleur dans l'insalubrité bouillonnante des quartiers populaires de l'île de la Cité et des rives gauche et droite.
Mais ce patois métissé qui résonne dans les rues de la capitale contraste avec ce qui est toujours considéré comme la langue haute, le latin. Paris est également un important siège politique, universitaire et ecclésiastique. Et pour le moment, le français est considéré comme une langue dite vulgaire, c'est-à-dire incapable d'exprimer les grandes choses de ce monde. Elle n'en demeure pas moins la langue du roi. Et par la sphère d'influence de la cour, le français gagne en prestige, et il est de plus en plus écrit. Après de très longs débats académiques, la mutation intervient en 1539 avec l'édit de Villers-Cotterêts. Le roi François Ier proclame alors que les actes de l'administration et de la justice se feront en français et non plus en latin. Le royaume s'est doté d'un outil politique fort, une langue. Ce parler populaire, érigé par une armada de grammairiens en langue littéraire convenable, va à présent retomber sur les terres du roi, juste après la poussière de ses canons. D'ailleurs, revenons à la Corse. En 1769, l'officier français de Pomereux écrit « La France veut-elle conserver cette île et faire chérir son gouvernement aux Corses ? Qu'elle leur défende d'aller prendre ailleurs qu'en France leurs degrés en droit, médecine, théologie. Qu'elle se garde bien d'établir une université dans l'île. Que le ministre s'attache à distinguer parmi les habitants la partie gouvernante et la partie gouvernée. Qu'il donne tous ses soins à la première, elle l'assurera de la seconde. » Dans son ouvrage « Une mémoire pour la Corse », le linguiste et historien Pascal Marquette y décrit les mesures drastiques prises par le commandement français dans les premières années qui suivent la conquête. Une des premières mesures est de fermer l'université de Corté et les collèges d'Ajaccio et de Bastia. L'autorité française va aussi mener une guerre impitoyable au clergé qui fut, je cite, « le meilleur ouvrier de la cause nationale ». Les séminaires sont fermés à leur tour. À présent, seuls les enseignants et les prédicateurs formés en France et donc sachant le français peuvent exercer dans l'île. Les diplômes obtenus dans les universités italiennes sont déclarés non valides. La déscolarisation gagne du terrain, même si quelques familles corses de notables ont accès à une certaine promotion sociale par le biais de la carrière militaire. Par exemple, 78 familles sont anoblies entre 1771 et 1778. Souvent d'anciens paolistes d'ailleurs, ralliés au nouvel occupant. Parmi ces transfuges de la nation corse, les Bonaparte d'Ajaccio. Comme un symbole, Carlo, compagnon de route de Paul et ayant fait ses études à Corté puis à Pise, envoie son jeune fils, Napoléon, dans une école militaire française, Brienne. Lorsqu'il arrive à Brienne, Napoléon ne parle pas un mot de français et vivra durement ses premières années au contact de fils de l'aristocratie française. Il ne se dépatouillera jamais vraiment de cette conscience d'être un immigré, ni de son accent corse à couper au couteau. Général, je naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Car en cette fin de 18e, les faits sont là. Si la Corse est vaincue militairement et si une poignée de familles se sont opportunément placées dans la roue du nouveau pouvoir, d'un point de vue culturel, les Français sont de parfaits étrangers et ils en sont parfaitement conscients. En 1770, les commissaires du roi écrivent au sujet des actes notariés des plaidoyers en italien. Sa Majesté ne se refuse absolument pas à ce que la nation continue d'en user de la sorte. Mais la langue française doit devenir par la suite naturelle, comme elle est celle des autres sujets du roi. Autrement dit, si l'intention de franciser l'administration et les mœurs est là, on est bien contraint de composer avec l'écrasante réalité du terrain. Ainsi s'installe ce que Jacques Fouzine appelle une co-officialité français-italien de fait. En fait, l'italien est alors la langue écrite naturelle des Corses.
Elle est comprise de tous, sans doute correctement parlée par la plupart des gens, mais lorsqu'on lit dans les différents récits sur l'île, tout le monde parle l'italien, il faut bien comprendre, parle corse. La langue de la société, à tous ses niveaux et où que l'on se trouve, mis à part les casernes françaises, est le corse. Un corse qui d'ailleurs, ça et là, par bribes, pointe son nez dans le monde de l'écriture, amorçant lentement une individualisation littéraire vis-à-vis du toscan. En 1789 éclate la Révolution française. Dans un premier temps, elle est bienveillante vis-à-vis des langues de France. D'ailleurs, les proclamations publiques sont traduites dans les langues des régions où elles arrivent. Mais progressivement, le courant jacobin va écraser le courant girondin et entraîner une politique très agressive vis-à-vis des autres langues que le français. En fait, ces révolutionnaires-là considèrent que la multitude des langues est un héritage royal, destiné à maintenir le peuple dans l'ignorance. Le français est la langue des Lumières. Il doit être imposé partout. L'abbé Grégoire écrit son fameux rapport à la Convention nationale sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois. Le révolutionnaire toscan Buonarroti préconise de passer par une école exclusivement francophone en Corse, pour, je cite, « faire oublier à ces insulaires qu'ils ont été corses ». Pendant ce temps, Paoli est de retour dans l'île. Il épouse un temps la Révolution française, mais il réalise rapidement qu'elle ne correspond pas vraiment à ses aspirations. Et la pratique de terrain des révolutionnaires est bien souvent incompatible avec la réalité insulaire. Une rupture qui donnera le royaume anglo-corse. Alors évidemment, à Paris on fulmine, et la langue corse figure sur le banc des accusés. En janvier 1794, le conventionnel Bertrand Barrère se fend d'un rapport sur les idiomes, tenant davantage du fanatisme que du concret. Il le présente ainsi à la Convention. Le français est la plus belle langue de l'Europe, celle qui est la première à consacrer franchement les droits de l'homme et du citoyen, celle qui est chargée de transmettre au monde les plus sublimes pensées de la liberté. Il n'appartient qu'à elle de devenir la langue universelle. La langue italienne doit être laissée aux expressions d'une poésie molle et corruptrice. L'allemande est peu faite pour les peuples libres. L'espagnol est celle de l'Inquisition, l'anglaise, celle des lettres de change. Dante et Goethe, Cervantes ou Shakespeare n'étaient fort heureusement pas présents ce jour-là. Quant aux autres langues du territoire français, ce même Barrère déclame. Ces jargons barbares, ces idiomes grossiers ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires. Puis le député attire l'attention sur un autre département, la Corse. Il dit « Quand un perfide Paoli et des administrateurs fédéralistes ligués avec des prêtres ne les égarent pas, les Corses sont des citoyens français. Mais depuis 4 ans de révolution, ils ignorent nos lois. Trop voisins de l'Italie, que pouvaient-ils en recevoir? Des prêtres, des indulgences, des adresses séditieuses, des mouvements fanatiques? Pascal Paoli, anglais par reconnaissance, dissimulé par habitude, faible par son âge, italien par principe et sacerdotal par besoin, se sert puissamment de la langue italienne pour pervertir l'esprit public, pour égarer le peuple, pour grossir son parti. Il se sert surtout de l'ignorance des habitants de la Corse qui ne soupçonnent même pas l'existence des lois françaises parce qu'elles sont dans une langue qu'ils n'entendent pas. Et de conclure. Ce dont nous avons besoin en Corse, c'est que Paoli n'opère pas de contre-révolution par les moyens que lui offre la langue italienne qu'on parle uniquement dans cette île. L'outrance du propos est évidemment à replacer dans le contexte révolutionnaire. Cela dit, la France s'est-elle depuis lors écartée réellement des préconisations linguistiques de Barrère et de Grégoire? Le propos s'est adouci dans un verbillage politicien teinté d'une bienveillance paternaliste envers tantôt le breton ou l'occitan, mais sur le fond, la ligne tracée par ces rapports est fondatrice de la culture linguistique du pays. Le français est la langue de la République française.
Point. Quant à la Corse, on notera à quel point l'italianité de l'île inquiète le pouvoir parisien et à quel point la langue est au centre du propos. C'est elle qui pervertit l'esprit public. L'accusation est forte. Et une fois de plus, en fait d'italien, il faut comprendre italien régional de Corse, c'est-à-dire tout simplement Ugorsu. Un lent et implacable rapport de force va s'engager. Détacher la Corse de l'Italie, économiquement, culturellement, linguistiquement. Isoler la Corse dans l'ensemble français pour provoquer une assimilation complète. Une assimilation dont l'effacement de la langue corse est le fer de lance. Pour une île de 150 000 habitants, brisée militairement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Du moins en théorie. D'un point de vue linguistique, un implacable bras de fer s'est engagé entre la poigne d'acier de la langue française et la longue résistance de la langue italienne. Il est important de rappeler que l'italien est alors la langue écrite naturelle des Corses qui, dans le quotidien, sont naturellement corsophones. Ce qui explique que les plus anciens chants corses sont retranscrits en toscan et chantés aujourd'hui dans ce tuscan un corsivi guido, caractéristique. Le lamento di Giancamelo en est un bel exemple. Dal mio palazzo, coperto a vera di fronte, sulla tasciana. Dans cette entreprise de francisation linguistique, on est souvent contraint au bon sens. Par exemple, Napoléon, en 1803, annule en Corse l'arrêté qui impose la rédaction d'actes publics en français. Personne ne les comprend. Comme une période qui s'en va en emportant ses rêves, Paul y rédige en 1804 son testament. Jean-Marie Arrighi nous rapporte une anecdote qui est assez révélatrice. Il lègue de quoi payer un maître d'école dans le Roustine ou chez lui pour apprendre aux enfants à bien parler et écrire l'italien, et de quoi payer des études à 5 jeunes Corses dans les meilleures universités italiennes. En 1821, l'inspecteur d'académie Antoine Félix Moore déplore que sur 170 000 habitants, 10 000 seulement comprennent le français. Magloire Cottard succède à Moore. C'est un homme de terrain très actif. Jacques Fouzine nous dit qu'il parvient à rouvrir l'école normale d'Ajaccio et une trentaine d'écoles cantonales. Pourtant, son succès est mitigé. De son côté, Pascal Marquette y rapporte que Cottard avait écarté les professeurs corses pour les remplacer par des continentaux et organisé des mouchardages dans les établissements contre les professeurs usant de l'italien en cours. Les familles corses s'étaient rabattues sur leur clergé, véritable noyau de résistance linguistique, et sur des maîtres privés qui enseignaient le latin et l'italien. En fait, mis à part quelques grandes familles dans la lignée des Bonaparte qui se francisent par opportunisme, la Corse demeure culturellement corse dans une civilisation italienne. Au début des années 1830, les étudiants corses constituent un quart des effectifs de l'université de Pise. En fait, les Corses font tout ce qu'ils peuvent pour sortir de leur misère, par le savoir, les lettres, les études. Pour ces gens, le débouché naturel se fait en Italie. Les diplômes ont beau être considérés comme invalides par l'administration française, ce que l'on demande à un médecin, c'est de soigner, peu importe qu'il en ait appris l'art à Pise ou à Aix. Pour beaucoup d'insulaires, il s'agit tout simplement d'une commodité. Ils parlent corse et il leur est plus aisé d'aller dans des cités où ils sont compris que d'adhérer à un pays qui présente clairement la culturation complète comme prérequis exclusif à l'entrée dans son système. En 1836, dans un rapport sur la Corse, le procureur général Mottet écrit « On doit attacher une grande importance à l'instruction primaire. Elle doit avoir en Corse un but politique qu'elle n'a pas sur le continent. Tant que ce peuple parlera italien, et il ne parle qu'italien dans l'intérieur, il ne sera français que de nom. Une fois de plus, quand on lit italien, il faut comprendre corse, si parlo corso dans don corsica. » D'ailleurs, les premiers recueils de poésie populaire corse paraissent à l'époque. Ils témoignent d'une culture incroyablement vivace, où la versification accompagne l'existence de la naissance jusqu'à la mort. Un lien spontané à la poésie chantée qui fascine Tommaseo, Gregorovius, Bourde, De Croze et tant d'autres voyageurs passés par l'île au XIXe siècle.
ou Boge Rudiganinu fait partie des textes recueillis alors. Fossi da Montaludonu che l'avran che si la voce di San Pedro Bizzaona per chi sono in ogni luogo a gran pro di gallo. Petit à petit, le travail de sape de l'administration française commence à porter ses fruits et à prendre le dessus sur la résistance de la langue italienne. Notamment les écoles et les lycées qui lisent progressivement leur programme sur le français, refoulant l'italien au statut de langue étrangère. Dans son ouvrage Papier d'identité, Jacques Thiers raconte comment les instituteurs corsophones sont progressivement éclipsés et honteux devant une nouvelle génération formée par l'école normale et s'exprimant en parfait français. Le journal du département est rédigé en italien jusqu'en 1824. Jean-Marie Arrighi nous dit qu'à partir de 1833, les décisions de justice sont cassées si elles ne sont pas rédigées en français. Les débats, eux, vont se poursuivre souvent en italien ou en corse, les justiciables n'étant souvent pas capables de s'exprimer en français jusqu'au XXe siècle. Tout simplement, le pouvoir français se retrouve avec une nation d'Italie à intégrer dans son ensemble. Après la destruction des institutions nationales présentes et le gouvernement de fer visant à mater les velléités paolistes, il s'agit en toute logique d'éloigner cette rivalité potentielle de l'Italie. Les liens économiques avec la péninsule sont progressivement coupés. La société traditionnelle corse perd ses débouchés commerciaux historiques. Cette Corse, devenue étrangère à la Toscane, tente à présent de vendre son vin sur un marché français où l'on n'en a que faire. Le moderne so incadenate e le veduscana allontanate dillo di regno una nuova tumurru e uno strugilo se fatto scuro e uno Dans l'île, l'industrie est tuée dans l'œuf par les lois douanières qui considèrent que seule la contrebande peut emmener en Corse un produit manufacturé. Tout ce qui vient de l'île est donc surtaxé comme production étrangère. La Corse, qui était déjà assez pauvre, s'enfonce dans un profond marasme économique. Progressivement, dans une société ruinée, l'apprentissage du français et la quête par les clans d'un poste dans l'administration, quelque part dans l'Empire, devient comme une bouée de sauvetage. En particulier, à partir de 1848, prise du pouvoir par Napoléon III. In le foreste di l'Africa nera Orsiga amata, io sogno di te. En 1852, l'historien allemand Grégorovus écrit « Les Corses instruits parlent maintenant le français. C'est en général la mode, l'ambition, la nécessité qui les pousse à l'apprendre. J'ai eu aussi le regret d'en rencontrer quelques-uns, c'était toujours des jeunes gens, qui le parlaient entre eux, évidemment par vanité. Et je n'ai pu m'empêcher de leur témoigner ma surprise de ce qu'ils sacrifiaient si légèrement leur bel idiome national. La langue française est assez répandue dans les villes, où les hommes du peuple n'y parlent que l'italien. La nouvelle langue n'a point du tout pénétré dans l'intérieur. Nous avons là la précieuse photographie d'un moment charnière de l'histoire. La Corse se francise par la bourgeoisie pendant que le peuple, lui, demeure culturellement corse, notamment dans l'intérieur. En 1854, on inaugure la statue de Napoléon sur la place Saint-Nicolas. L'inscription suscite un débat acharné entre les partisans de l'italien et ceux du français. Un match au couteau qui se solde par un nul. L'inscription sera en latin, ça évite de choisir. Mais une chose est sûre, entre Italie et France, la Corse arrive à la croisée des chemins. O a fare guerre e poi sparire.